Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Gabriel Attal. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors de l'Ukraine au Proche-Orient, en passant par les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, l'Europe peut-elle tenir tête à Trump ? Comment la France et l'Union peuvent-elles peser face à ce qui apparaît comme un nouvel axe États-Unis-Russie ? Les premières initiatives du président américain rendent-elles le monde plus sûr ou moins sûr ? Et donc pour commencer, Gabriel Attal, le dossier ukrainien. Emmanuel Macron vous paraît-il être à la hauteur des enjeux ? Est-il quelque part devenu le leader de l'Europe ? À l'initiative du président de la République, avec le Royaume-Uni, la France a pris le leadership du soutien à l'Ukraine aujourd'hui dans le monde. Le leader de l'Europe ou pas ? On voit bien que c'est le président de la République qui a la manœuvre aujourd'hui. Il a convoqué un certain nombre de réunions qui, je crois, ont été assez décisives. À Paris, il y a eu une réunion à Londres également. Il y a eu encore cette semaine à Paris un sommet. Et finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, indépendamment de la question de l'Union européenne, on voit qu'il y a une forme de coalition des bonnes volontés autour de l'Ukraine, avec le Royaume-Uni, avec la Norvège, avec un certain nombre de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. En plus des pays membres de l'Union européenne, comme l'Allemagne, bien sûr, et l'arrivée du nouveau chancelier Merz, évidemment, laisse penser qu'il pourrait y avoir un soutien plus fort de l'Union européenne encore à l'Ukraine. Et évidemment, il faut s'en réjouir. J'ai été en Ukraine à 2 reprises ces 6 derniers mois. Et vous avez organisé lundi une réunion à Paris ? Absolument, un sommet avec les chefs de partis progressistes, libéraux, européens, en soutien à l'Ukraine. Et évidemment, on soutient les initiatives qui ont été prises par le président de la République, les annonces qui ont été faites par la présidente de la Commission européenne en soutien à l'Ukraine. Mais c'est aussi notre rôle de parti politique que de pousser à aller encore plus loin. Et sur un certain nombre de sujets, on a pris des positions fortes pour pousser les chefs d'État et de gouvernement à aller plus loin. Alors on voit ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Poutine prend son temps pour parvenir à un accord avec Zelensky, mais passe à la vitesse supérieure pour frapper l'Ukraine. La poutinisation de Washington est-elle en marche ? Écoutez, moi je ne veux pas considérer, avant même que des discussions soient terminées, qu'elle serait infructueuse. Moi, ce que je souhaite évidemment, c'est qu'on puisse arriver d'abord à un cessez-le-feu, et ensuite à une paix juste et durable pour les Ukrainiens. Ce qui est certain, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, le président russe ne semble pas montrer une très bonne volonté à parvenir à un cessez-le-feu. On ne peut pas d'un côté dire on est favorable à des discussions et en même temps rajouter en permanence des clauses pour expliquer que le cessez-le-feu ne peut pas être signé. Je rappelle quelque chose de simple, c'est la Russie qui veut cette guerre. Si la Russie arrête de tirer, il n'y a plus de guerre. Par contre, si l'Ukraine arrête de tirer aujourd'hui, il n'y a plus d'Ukraine. Et c'est une capitulation. Oui, bien sûr, c'est ça C'est ce que souhaite Donald Trump ? C'est ce que souhaite le président russe. Et pour ce qui est du président Trump, il y a aujourd'hui des discussions qui ont lieu avec la Russie. Et moi, je ne veux pas, ici, encore une fois, tenir des propos qui pourraient conduire à ce que ce processus ne réussisse pas. Avec Trump, est-ce que les États-Unis sont toujours un allié de la France et de l'Europe ? Moi, je n'ai pas fait partie de ceux qui, après l'élection, puis l'investiture de Donald Trump, ont eu des propos définitifs sur notre relation avec les États-Unis. Évidemment qu'il y a un changement, évidemment qu'il y a une bascule, évidemment qu'on voit qu'il y a aujourd'hui une forme de néo-isolationnisme américain, c'est-à-dire la présentation d'une politique qui n'aurait que pour seul intérêt les intérêts des États-Unis, mais en réalité, la primauté au business au-dessus de toute valeur. Moi, c'est ça qui me frappe. Voilà. Ensuite, ce qui est certain, c'est que l'Europe s'est probablement construite dans une relation immature avec les États-Unis et qu'on a trop dépendu de l'Union des États-Unis ces dernières décennies. On doit aujourd'hui assumer notre propre puissance pour parler d'égal à égal avec les États-Unis. L'Europe est silencieuse sur le Groenland. Qu'est-ce qu'elle devrait faire ? Je ne crois pas qu'elle soit silencieuse. Évidemment, moi, je suis ici à défendre devant vous la souveraineté des États, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, quand il y a effectivement des propos qui remettent en cause... Des propos, des actes. Hein, oui. On a vu le vice-président américain des propos qui remettent en cause, au Groenland cette semaine. Des propos qui remettent en cause l'intégrité territoriale d'un État, en l'occurrence le Danemark avec le Groenland. Évidemment que ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter. C'est la raison pour laquelle, avec mon groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, on a décidé de présenter une proposition de résolution qu'on souhaite faire adopter par l'Assemblée nationale
pour appeler au respect des frontières du Groenland et évidemment en soutien à l'intégrité territoriale du Danemark. C'est le député Vincent Corr, qui est député des Français établis hors de France, notamment au Danemark, qui porte ce texte qu'on souhaite faire adopter. Alors, on l'a vu, Emmanuel Macron considère que notre sécurité est en jeu. Un dossier sensible qui pourrait, a priori, qui devrait faire consensus. Pourtant, deux partis, LFI et le RN, rechignent. Leurs appréhensions sont-elles légitimes ? Je crois qu'il y a peu de sujets qui sont plus révélateurs de ce que nous sommes, chacun d'entre nous, que la question ukrainienne. Parce que ce n'est pas simplement un pays, l'Ukraine, qui est attaqué, c'est le concept même de démocratie et le concept même de souveraineté des États. Donc la position que chacun de nous, politiques, avons sur le dossier ukrainien, évidemment qu'elle dit énormément de qui nous sommes. Et ce qu'on voit, c'est que depuis le début de ce conflit, la France insoumise, le Rassemblement national n'ont jamais été au rendez-vous du soutien à l'Ukraine. Ça veut dire que c'est les partis de Poutine en France ? Il y a, vous le savez, une forme de relation qui a existé pendant très longtemps entre le Rassemblement national et le régime du Kremlin, relation financière. On voit qu'il y a encore évidemment une forme de filiation. Et sur LFI ? C'est des relations du même ordre ? Je pense que la France insoumise... Parce qu'ils sont à la fois très, très tendres avec Poutine et anti-Trump. Je pense que la France insoumise, c'est plutôt une forme de fascination pour tous les régimes autoritaires, voire dictatoriaux. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que en 2022, quand la Russie a agressé à nouveau l'Ukraine, ils n'ont pas été au rendez-vous du soutien, que ce soit la France insoumise ou le Rassemblement national. Ils ont tous les deux expliqué que l'Ukraine ne tiendrait pas 3 jours, que ça ne servait à rien de les soutenir parce qu'ils ne tiendraient pas 3 jours ou 3 semaines. Ça fait 3 ans qu'ils tiennent. Ensuite, il y a eu un certain nombre de sanctions qui ont été proposées au niveau européen. Ils ne les ont jamais votées. Il y a eu un certain nombre de décisions pour soutenir davantage l'Ukraine. Ils s'y sont toujours opposés. Quand j'étais Premier ministre, il y a à peu près 1 an, c'est moi qui ai eu la responsabilité de présenter à l'Assemblée nationale et de faire voter par l'Assemblée nationale l'accord bilatéral de soutien de la France à l'Ukraine pour renforcer notre soutien. La France insoumise a voté contre. Le Rassemblement national ne l'a pas voté. On l'a vu encore récemment sur la question des avoirs russes. Vous savez, alors, les avoirs russes, vous voulez aller au-delà du gouvernement ? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on saisisse les avoirs russes. Parce que je considère... Mais la France refuse. Je considère qu'avant de faire payer les Français, avant de faire payer les Européens dans le soutien à l'Ukraine et dans le réarmement de l'Europe... Donc vous parlez des 2 milliards, par exemple... On doit faire payer les Russes. Donc les 2 milliards proposés par Emmanuel Macron, ça devrait être payé par les avoirs russes ? Ça, c'est autre chose, puisque je crois que le gouvernement a indiqué que ça s'inscrivait dans la trajectoire qui était prévue de la loi de programmation militaire. Oui, indépendamment de ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a un besoin de financement important dans le soutien à l'Ukraine et dans le réarmement de l'Europe. Pour ce besoin de financement, effectivement, moi, mais pas seulement moi, c'est le cas des 21 ou 25 partis progressistes et libéraux européens que j'ai réunis à Paris lundi dernier. On appelle à la saisie des avoirs russes. C'est plus de 200 milliards d'euros d'avoirs russes qui sont en Europe qu'on peut saisir pour financer. Ce que ne veulent ni le gouvernement français, ni Emmanuel Macron, ni la plupart des gouvernements européens. J'ai entendu, alors je ne crois pas que ce soit la plupart des gouvernements européens. Vous savez, il y a un certain nombre de gouvernements européens qui ont pris position pour la saisie des avoirs russes. Kaja Kallas, qui est là, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, c'est un peu la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui est l'ancienne chef de gouvernement de l'Estonie, a pris position pour la saisie des avoirs russes. Donc en réalité, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées pour les saisir. Maintenant, j'ai entendu ces dernières semaines une forme d'évolution de la part du gouvernement en France, puisqu'il a été dit par un certain nombre de ministres que c'est une question qui était étudiée juridiquement. Donc évidemment, moi je ne cherche pas à faire de la polémique. Vous savez, j'ai été chef du gouvernement et j'ai porté la position qui est aujourd'hui portée par le gouvernement français. Simplement, je pense que la donne a changé. Je pense que la situation a évolué depuis. Je pense que les sujets juridiques qui étaient mis en avant ont été levés en grande partie. Vous avez aujourd'hui des juristes très importants en France, des juristes internationaux qui estiment qu'on peut saisir les avoirs russes. Par ailleurs, depuis, on saisit désormais les intérêts de ces avoirs, c'est donc que c'est possible. Par ailleurs, à l'époque, le fait de ne pas les saisir, je crois que c'était avant tout un moyen de pousser les Américains à s'engager davantage. On voit qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus de pousser les Américains à s'engager davantage, c'est d'essayer qu'ils continuent à s'engager comme ils le faisaient auparavant. Donc la donne a changé et on peut saisir ses avoirs. Alors dans l'actualité, il y a aussi le dossier franco-algérien et le cas Boualem Sansal, condamné jeudi à 50 de prison. Vous avez écrit un texte dans le livre Pour Boualem Sansal, publié aux éditions David Reinhardt. Est-ce que vous croyez, Gabriel Attal, à une grâce du président Tebboune en faveur
de Boualem Sansal, puisqu'on parle de cette possible grâce qui pourrait intervenir à la fin du Ramadan. Donc, la fin du Ramadan, c'est aujourd'hui. D'abord, je veux dire que Boualem Sansal est en prison depuis plus de 130 jours et que c'est la liberté qui est emprisonnée. On emprisonne un écrivain parce que on refuse la liberté de penser, la liberté d'expression, l'esprit critique. Et évidemment, ça indigne tous ceux qui défendent, pas seulement Boualem Sansal en tant que personne, mais tous ceux qui défendent les valeurs de la République, les valeurs des Lumières en France. Alors, la grâce. Et donc, cette condamnation qui est une forme de parodie de justice, il faut le dire, est en réalité une condamnation à ce que Boualem Sansal demeure en prison en Algérie, probablement peut-être jusqu'à la fin de ses jours. Je rappelle qu'il a 80 ans, qu'il est malade et qu'il est condamné à 5 ans. Et donc évidemment, maintenant que cette parodie de justice a eu lieu, il faut surtout pas relâcher le combat. Il faut évidemment continuer à se mobiliser. Et donc moi, j'appelle effectivement le président Tebboune à gracier Boualem Sansal pour qu'il puisse évidemment ressortir libre aujourd'hui. Alors, si cette grâce intervenait, est-ce qu'elle mettrait fin à la crise, aux tensions entre la France et l'Algérie? Est-ce que la page pourrait être tournée? Vous savez, moi, je n'ai jamais appelé à une ligne ou à des mesures pour ou contre l'Algérie. Simplement, j'appelle à ce qu'on puisse se faire respecter les lois françaises et à ce qu'on puisse avoir une relation dépassionnée et une relation d'égal à égal. Voilà. Or, aujourd'hui, on voit que ça n'est pas le cas. Quand vous avez des personnes... Est-ce que vous dites toujours l'Algérie humilie la France et les Français? Il y a eu des propos, bien sûr, qui ont été tenus par des hiérarques du régime algérien. Il y a eu, je rappelle, des influenceurs algériens dont on sait qu'ils ont évidemment un lien avec le régime algérien et qu'il y a une forme de volonté d'ingérence dans notre débat public. On voit que quand il y a des personnes algériennes qui n'ont pas vocation à rester en France, qui sont interpellées, qu'on souhaite pouvoir les reconduire à la frontière dans leur pays d'origine en Algérie, l'Algérie ne délivre pas les laissez-passer consulaires, y compris quand c'est des personnes qui sont des personnes violentes et qui font peser une menace sur l'ordre public. C'est au mépris des accords qui ont été signés. Donc évidemment qu'il faut rééquilibrer cette relation. Maintenant, mais par la manière forte, je ne fais pas partie comme le propose Bruno Retailleau, ou par la manière souple, type ce que propose le Quai d'Orsay Frédéric et Azizar, Jean-Noël Barrot. Je n'ai jamais fait partie de ceux qui ont laissé à croire ou qui ont semblé considérer qu'on pourrait se priver d'une relation avec l'Algérie. Ça n'a pas de sens. Indépendamment de l'histoire que nous avons avec ce pays, il y a évidemment des relations qui sont économiques, il y a aussi des relations en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Donc ceux qui font croire qu'on pourrait se couper de toute relation avec l'Algérie mentent aux Français et en réalité ne servent pas les intérêts des Français. Maintenant, est-ce qu'on peut rééquilibrer cette relation pour se faire davantage respecter? La réponse est oui. Et moi, c'est à ça que j'appelle évidemment le gouvernement. Très rapidement, comment? Je pense qu'il y a un certain nombre d'accords qui ont été signés qui peuvent être renégociés. On parle de l'accord de 68, mais il y a également l'accord de 2007 sur les visas sur les visas accordés aux détenteurs de passeports diplomatiques ou de passeports de service en Algérie. Je pense qu'il ne faut rien s'interdire également sur des questions commerciales, des questions tarifaires. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de faire mal à l'Algérie. L'objectif, c'est qu'on puisse avoir une relation équilibrée et d'égal à égal. Alors, autre sujet, vous avez effectué du 12 au 16 mars un déplacement en Israël avec une délégation de députés Renaissance. Rima Hassan vous a accusé, je cite, d'être avec Prisca Thévenot et Caroline Yadan qui vous accompagnaient, cautionnaire d'un génocide, ajoutant « vous rendrez des comptes devant l'histoire ». Que lui répondez-vous et que répondez-vous aux critiques de LFI relatives à cette visite en Israël? D'abord, on est habitué aux déclarations. Avec, on le précise, ensuite des menaces de mort contre Prisca Thévenot et ses enfants. On est habitué aux déclarations, aux prises de position de cette députée européenne, de la France insoumise plus largement. C'est vrai que j'ai vu un certain nombre de messages qui nous accusaient quasiment ouvertement de complicité, de crimes de guerre, etc. Évidemment, on a déposé plainte à la suite de ces messages. Vous aussi, vous avez déposé plainte? Le parti, évidemment, Renaissance a déposé plainte. On ne peut pas laisser dire des choses pareilles. Voilà. Et malheureusement, ce ne sont que des outrances supplémentaires qui viennent s'ajouter à d'autres outrances qui ont été multipliées par la France insoumise, par cette députée européenne depuis un certain temps maintenant. Que répondez-vous aux accusations de génocide visant Israël?
Vous savez, moi, je fais confiance au droit international. C'est le droit international qui qualifie ces termes-là, mais surtout, je dénonce l'inversion accusatoire qui vise Israël depuis le début de ce conflit. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites c'est le droit international qui... Ce que je dis, c'est que c'est pas des politiques ou des activistes qui sont qualifiés pour tenir ces propos-là. Et par ailleurs, indépendamment du fait que c'est le droit international, moi je redis ici que de leur part, il y a une forme d'inversion accusatoire contre Israël. De leur part, c'est-à-dire de la part de LFI? De la France Insoumise, mais d'un certain nombre d'autres qui tiennent ces propos-là. On a vu, encore une fois, depuis le 7 octobre, un torrent d'antisémitisme se déverser. Et on a vu effectivement certains responsables politiques, certains partis utiliser la situation à Gaza et la situation en Israël pour déployer ce qui est véritablement un antisémitisme. Et donc, moi, je dénonce cette inversion. Ceux qui ont été attaqués le 7 octobre dans leur chair, et je l'ai vu en me rendant à Reim, sur les lieux du festival Nova, je l'ai vu en me rendant au kibbutz de Kfar Aza, c'est les Israéliens. Donc vous dites que la guerre d'Israël contre le Hamas était légitime et légitime. Mais quand vous êtes un pays qui est attaqué comme Israël l'a été le 7 octobre, évidemment que pour vous défendre, vous devez neutraliser les organisations terroristes qui vous attaquent. En l'occurrence, le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban. Et évidemment que la réaction d'Israël a été de chercher à empêcher le Hamas de l'attaquer à nouveau, comme ça a été le cas le 7 octobre. S'il n'y avait pas eu le 7 octobre, il n'y aurait pas eu cette intervention ensuite à Gaza. Israël qui a repris donc les frappes contre le Hamas à Gaza et contre le Hezbollah au Liban la semaine dernière. Et Emmanuel Macron a fustigé vendredi les bombardements inacceptables de Tsahal à Beyrouth. Est-ce que vous l'approuvez? Est-ce que vous faites la même critique que lui? J'ai été, comme je vous le disais à l'instant, dans le sud d'Israël, près de la frontière avec la bande de Gaza, là où les attaques du 7 octobre ont eu lieu. Je me suis aussi rendu au nord d'Israël, notamment à Metula, qui est une ville frontière. C'est ce qu'on vous a reproché, c'est que vous avez reproché Réma Hassan et LFI. D'apparaître auprès d'un élu de... Oui, mais en l'occurrence, ils m'ont reproché d'apparaître aux côtés d'un maire que je n'ai pas rencontré. Mais on est allé à Metula, au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. J'ai rencontré les habitants de cette ville, des villes alentours, qui ont fait aussi l'objet d'un déluge de roquettes qui ont été tirées sur leur maison. On a découvert également des tunnels qui avaient été creusés, probablement parce qu'il y avait un projet comparable à celui du Hamas le 7 octobre près de la bande de Gaza. Donc évidemment que la riposte israélienne a consisté à neutraliser les capacités terroristes du Hezbollah qui s'en prend et qui cherchait à attaquer, encore une fois, les populations la question israéliennes. C'était, est-ce que vous êtes à l'unisson avec la ligne d'Emmanuel Macron qui est défendue par le président depuis le 7 octobre? Est-ce que vous considérez que c'est la même? Ce que je vous redis sur le sujet du Hezbollah comme du Hamas, c'est que on ne peut pas faire la paix avec des terroristes. Des terroristes, ils cherchent à vous anéantir, ils cherchent à vous exterminer. Et on a vu, encore une fois, de la manière la plus abjecte qui soit le 7 octobre, à quel point le Hamas avait pour objectif de détruire Israël et le peuple juif, et d'éradiquer le peuple juif. C'est le pire pogrom depuis la Shoah. Et quand Réma Hassan dit la Palestine de la mer au Jourdain, ça va dans le même sens? La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui un projet politique qui est porté par cette députée européenne, par la France Insoumise, qui est en fait de dire qu'on nie l'existence d'Israël et qu'on nie le droit d'Israël à exister. Et ça, on ne peut pas l'accepter. C'est ce qui vous a conduit à signer une tribune dans Le Monde avec 200 personnalités, dont François Hollande, Manuel Valls ou Robert Berger, où vous avez plaidé pour que l'antisionisme ne serve plus de prétexte à l'antisémitisme? Bien sûr, et vous savez qu'en 2019, l'Assemblée nationale a adopté une résolution pour que la France reconnaisse la définition internationale de l'antisémitisme qui intègre l'antisionisme, parce qu'on le voit bien, l'antisionisme, c'est devenu une forme de prétexte, de masque, en réalité, pour masquer de l'antisémitisme et pour déployer un antisémitisme. Et donc, effectivement, j'ai signé cette tribune, mais plus que ça, avec mon groupe, on a adopté à l'Assemblée nationale une résolution qui permet de dire l'antisionisme est un antisémitisme. Alors, on revient sur Mélenchon, LFI, l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Il multiplie, Mélenchon, avec ses amis, des déclarations, des tweets antisémites. Le 19 mars, Mélenchon, toujours lui, prononçait cette phrase: « Il vous couperait les cheveux
pour en faire des édredons, visant ainsi les patrons de presse dont les journaux avaient dénoncé l'utilisation des codes antisémites des années 30 et 40 sur l'affiche de LFI ciblant Cyril Hanouna. Le lendemain, votre collègue Hugo Bernalicis, LFI, plaisantait même dans l'hémicycle sur la solution finale en plein débat sur le narcotrafic. De quoi LFI est-il le nom? De quoi Mélenchon et ses amis sont-ils le nom? On voit qu'il y a aujourd'hui, et depuis plusieurs années, un nouvel antisémitisme qui se déploie à l'initiative de l'extrême gauche et de la France insoumise. Quand vous multipliez les outrances, à la fin, ça devient une ligne politique. La réalité, c'est que... Et donc, c'est quoi la ligne politique? C'est la ligne antisémite? Non, mais qui refuse de reconnaître que le 7 octobre est une attaque antisémite? C'est la France insoumise. Qui refuse de reconnaître que le Hamas est un mouvement terroriste? C'est la France insoumise. Qui n'a quasiment jamais de mots pour les victimes du 7 octobre, pour les otages qui sont encore détenus à Gaza? C'est la France insoumise. Qui a indiqué que l'antisémitisme en France était, je cite, résiduel? C'est Jean-Luc Mélenchon. Et qui a produit l'affiche absolument honteuse qui visait Cyril Hanouna. C'est là aussi la France insoumise. Donc ce que je dis, c'est qu'à la fin, quand vous multipliez un certain nombre d'actes, un certain nombre d'outrances, ça devient une ligne politique. C'est ça la réalité. Les choses, ligne politique, ligne antisémite. Mais Frédéric Azaz, je viens de vous le dire. Ouais. Ce sont des actions, ce sont des prises de parole, ce sont des mots qui visent Israël et qui visent les Juifs. Et donc c'est ça qui devient une ligne politique. Je ne peux pas être plus clair que ça. Non, mais la question c'est antisémitisme ou pas? Mais je viens de vous dire à l'instant qu'il y avait un nouvel antisémitisme à l'initiative de l'extrême gauche et de la France insoumise qui se déploie. C'est Aurore Berger qui a dit à l'Assemblée mardi: le nouvel antisémitisme tient en 3 mots, LFI. Oui, c'est ce que je vous dis aussi. Bien sûr. Mais comment vous le dites précisément dans votre bouche? Frédéric Azaz, je viens de m'exprimer avec mes mots, encore une fois. Et ce que je dis aussi, c'est qu'il ne faut pas que ce nouvel antisémitisme dont on voit aujourd'hui d'où il vient fasse oublier qu'il y a aussi un antisémitisme à l'extrême droite. Dont on va parler. Oui, je pense que c'est important de le redire aussi. Encore une fois, parce que moi, j'ai toujours dénoncé les prises de position, les outrances de la France insoumise. Je pense que c'est important de le faire aussi, parce que malheureusement, l'antisémitisme, il est aussi d'extrême droite. Avec les personnalités d'extrême droite qui le portent. On va parler tout de suite de l'extrême droite. D'abord, une autre question. Manuel Valls, quand il considère que l'antisémitisme vient essentiellement du monde arabo-musulman, il dit c'est une évidence. Il a raison ou pas? On voit aujourd'hui que l'antisémitisme, il est aussi déployé par l'islamisme, l'islam radical politique, avec des prêches de haine à l'encontre des Juifs. Et donc, il y a évidemment cette source-là aussi dans l'antisémitisme aujourd'hui. Cette source-là, c'est-à-dire préciser les choses. L'islamisme, l'islam radical, l'islam politique, qui vise évidemment les Juifs. On le voit dans des prêches d'imams radicalisés, on le voit dans un certain nombre d'associations ou de pseudo-associations qui se sont constituées. Évidemment, qui tiennent des propos absolument intolérables à l'égard des Juifs, des propos antisémites. Alors, vous parlez de l'extrême droite, vous parlez du RN. Faut-il qualifier d'historique la visite de Jordan Bardella et Marion Maréchal en Israël cette semaine? Non, je ne crois pas. Ils ont été invités, puisqu'il se trouve que j'étais en Israël quelques jours avant. Donc, quand j'ai vu effectivement l'annonce de cette venue, je me suis renseigné auprès des autorités israéliennes. Ils ont été invités par un ministre d'extrême droite à un colloque organisé par un parti d'extrême droite en Israël. C'est ça la réalité. Ça vous a choqué ou pas? C'est pas à moi de décider qui a le droit ou pas d'aller en Israël, c'est aux autorités israéliennes. Moi, simplement, ce que je fais, c'est que je rappelle à la fois le passé du Rassemblement national, et c'est toujours important de le faire. C'est un parti qui s'est construit dans la haine des Juifs, mais c'est pas seulement le passé, c'est aussi le présent. Moi, c'est ça qui me frappe, c'est qu'on ne le dit jamais. À l'Assemblée nationale, au sein du groupe RN, vous avez un député, par exemple, c'est un exemple seulement, qui siège, qui avant d'être député, a tenu une librairie négationniste que la presse elle-même a qualifiée. Vous parlez du député du Var. Oui, c'est ça, que la presse a qualifié de négationniste, qui vendait des ouvrages négationnistes. Je rappelle que l'été dernier, au moment de la dissolution et de la campagne législative, on a vu se multiplier partout en France des candidats investis par le Rassemblement national qui soit posaient avec une casquette nazie, fièrement, soit tenaient des propos ou avaient tenu des propos antisémites. Donc,
La question de l'antisémitisme, c'est pas simplement une question du passé pour le Rassemblement national, c'est une question aussi du présent. Alors justement, pas seulement une question du passé, une question du présent. Quand vous voyez que Jordan Bardella et Marion Maréchal, leur visite a été applaudie par les Klarsfeld, père et fils, père, mère et fils, et puis accompagné aussi par Meir Habib. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attendez, moi je ne suis pas là pour décerner des brevets ou dire ce que les uns et les autres ont le droit de dire. Moi je dis encore une fois ce que je pense et je rappelle un certain nombre de choses. Je le dis, considérer que l'antisémitisme n'est qu'une question de passé pour le Rassemblement national, c'est une erreur. C'est encore au présent, encore une fois, quand on voit les candidats qui ont été présentés aux dernières élections législatives, ou certains députés qui siègent aujourd'hui dans les rangs du Rassemblement national. Le passé, justement, un lien avec le présent. Marion Maréchal a considéré en Israël que si son grand-père Jean-Marie Le Pen avait été davantage écouté sur la question de l'immigration, il y aurait probablement moins d'actes antisémites en France. Je veux dire, comment est-ce que... Jean-Marie Le Pen, je le rappelle, il a été condamné. Et d'ailleurs, je rappelle que quand Jordan Bardella a été interrogé il y a quelques mois sur le fait de savoir si Jean-Marie Le Pen avait été antisémite. Il avait dit non. Il avait dit non. Jean-Marie Le Pen, qui a dit que la Shoah, les chambres à gaz étaient un point de détail dans la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si on se rend compte. Et donc, évidemment, on ne peut donner à Jean-Marie Le Pen aucun brevet de défense des Juifs. Évidemment, il a été antisémite notoirement. Notoirement, pardon ? Notoirement antisémite. Et que d'ailleurs, quand Jordan Bardella dit aujourd'hui, le bouclier pour les Juifs, c'est le Rassemblement national contre l'antisémitisme. C'est faux. Regardez, aux dernières élections législatives, ils présentent des candidats qui ont tenu des propos antisémites ou qui posent avec des casquettes nazies. On ne peut pas être qualifié de bouclier quand vous avez dans vos rangs, en votre sein, des personnes qui sont antisémites. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui un antisémitisme en France qui est insupportable, qui s'est déployé à nouveau depuis le 7 octobre, qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été engagées. Donc là, vous parlez de l'antisémitisme venant de LFI. Je parle de l'antisémitisme d'une manière générale qui vise aujourd'hui et qui frappe les Juifs. Regardez le rabbin d'Orléans qui a été agressé devant son fils il y a quelques jours. C'est insupportable et intolérable. Et on a vu une recrudescence très forte depuis le 7 octobre de l'antisémitisme. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Quand j'étais ministre ou Premier ministre, j'ai toujours cherché à prendre des mesures, que ce soit dans l'éducation nationale, évidemment au sein des écoles publiques, mais aussi pour sécuriser davantage les écoles juives, notamment au lendemain du 7 octobre. Je m'étais rendu avec Gérald Darmanin dans une école juive pour annoncer des mesures de soutien supplémentaires pour leur sécurité. Quand j'étais à Matignon, j'ai renforcé financièrement les moyens qui permettent de sécuriser des lieux culturels, cultuels juifs. Et donc, évidemment, il faut continuer. Il faut renforcer aussi notre action contre l'islam radical, qui est un des vecteurs de l'antisémitisme et des actions antisémites qui frappent les Juifs. Et qui vise aussi les musulmans. Hein. Oui, bien sûr. Les musulmans sont évidemment victimes aussi de l'islam radical. Puisqu'on parle du Rassemblement national, ça nous conduit à parler du RN et de Marine Le Pen. Nous sommes à la veille d'un jugement qui pourrait la rendre inéligible. L'inéligibilité en cas de condamnation est automatique, mais pas l'exécution provisoire qui pourrait être prononcée demain. Et les juges prendraient la responsabilité alors d'empêcher Marine Le Pen, favorite de la présidentielle. Elle est en tête du premier tour selon un sondage IFOP pour le JDD à 37%. Est-ce que ce ne serait pas un déni de démocratie ? C'est une telle décision des juges. Vous savez, on parle beaucoup, et on a parlé au début de cette interview, des questions de démocratie, de la démocratie qui est attaquée en Ukraine. Ce qui différencie une démocratie d'un régime autoritaire, c'est pas seulement le fait de voter pour élire ses dirigeants, c'est aussi le fait d'avoir des institutions, et notamment l'indépendance de la justice. Et donc donc je vais pas, moi, commenter par avance une Non, mais décision. si elle était déclarée inéligible, avec exécution provisoire, ça vous posera un problème ou pas ? Frédéric Aziza, c'est pas à moi de commenter ou de donner des brevets à une décision de justice. Au-delà de la condamnation, que je ne vous demande pas, est-ce que la démocratie, vous parlez de démocratie, attendez, est-ce que la démocratie pourrait se remettre d'une telle condamnation ? Mais c'est la justice qui établit les faits. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, il y a eu un procès qui s'est tenu. Est-ce qu'il mérite Marine Le Pen a pu se défendre dans un contradictoire parce qu'on est dans un état de droit. Et ensuite, vous avez la justice qui décide de la peine à l'issue de ce procès. Je ne peux pas, moi, vous dire
qui aurait une illégitimité à prendre telle ou telle décision. C'est à la justice de déterminer si Marine Le Pen a détourné, le Rassemblement national, Marine Le Pen ont détourné de l'argent ou pas. Non, mais là, le problème, c'est exécution provisoire de l'inéligibilité. Mais si elle Est-ce est que décidée, ça vous choquerait ou pas? Mais si elle est décidée, c'est que la justice a considéré que c'était la juste sanction face à des faits qu'elle a qualifiés. Donc ça serait acceptable, ça veut dire que ça... Ni oui ni non, Ouais. c'est-à-dire que je ne peux pas, moi, vous dire telle décision de justice serait acceptable et telle décision ne serait pas acceptable. À ce moment-là, on est dans un autre régime. Mais est-ce que ça veut dire que les juges peuvent décider de l'avenir de la démocratie française, peuvent empêcher la favorite de la présidentielle d'être candidate? Les juges peuvent établir si oui ou non des personnes, un parti politique, ont détourné des fonds publics ou pas, et en tirer des conséquences en infligeant une peine, une sanction. Mais c'est ce cas-là, comme vous avez le cas pour tout citoyen français qui est accusé d'avoir volé ou d'avoir commis des actes délictuels ou criminels, il passe devant la justice établit les faits, il y a un contradictoire, il y a un procès, et la justice ensuite prend une sanction qui a un impact sur l'avenir des personnes qui sont concernées. C'est le cas pour tout citoyen et tout justiciable. Et un impact aussi peut-être sur les électeurs, 13 millions d'électeurs qui ont voté Marine Le Pen à la présidentielle, 11 millions législatives. Ça ne serait pas quelque part une claque à ces millions d'électeurs français qui ont voté Le Pen et le Rassemblement national? Mais encore une fois, si la justice prend une décision, Frédéric Aziza, c'est parce qu'elle considère que les faits sont établis et qu'ils méritent une sanction. En tout cas, vous ne me trouverez pas. Je vois qu'il y a une forme de mode ou de facilité pour certains à aller critiquer des décisions de justice, parfois par avance, et à faire peser sur eux une pression extrêmement forte. Moi, c'est pas mon cas. C'est pas la mise en place, ça serait pas la mise en place d'un gouvernement des juges? On n'assiste pas à ça depuis quelque temps? Je crois qu'il y a plusieurs choses différentes. Je crois que quand ce terme est employé, en général, c'est pour dénoncer des décisions qui sont prises, par exemple par les juges constitutionnels, le Conseil d'État. Mais on peut aussi l'utiliser pour ce type d'affaires. Encore une fois, moi, je considère qu'en ce moment, dans un moment comme comme celui qu'on traverse, où on le voit partout dans le monde, la démocratie est attaquée, l'état de droit est attaqué, je ne me mêlerai jamais au concert de ceux qui cherchent à délégitimer l'institution judiciaire. 2-3 autres questions encore, vous répondez ce que vous voulez. En cas d'inéligibilité, est-ce que la solution ne serait pas une grâce présidentielle en faveur de Marine Le Pen pour qu'elle puisse être candidate en 2027? Enfin, les juges vont rendre, je crois, leur décision. C'est quand? C'est demain. C'est demain. Bon. Je suis un responsable politique national. J'ai été Premier ministre. Si, dans votre micro, j'explique que telle décision serait illégitime et qu'il faudrait la renverser par autre chose. Une grâce présidentielle. Vous vous rendez compte la pression que vous mettez sur l'autorité judiciaire? Moi, je peux. Vous savez, on est la veille, ils ont déjà décidé. J'en sais rien d'abord. Moi, je ne suis pas avec eux. Et encore une fois, je ne veux pas remettre en cause l'indépendance de la justice. Alors, on connaît la France, l'esprit de la France. Est-ce qu'une telle décision ne risquerait pas de renvoyer le débat, voire le pouvoir, à la rue? En clair, une décision qui pourrait peut-être être porteuse de violence ou pas? L'appareil, soulever ça me semble constituer une forme de menace. C'est des questions que l'on pose, c'est pour ça que je vous la pose. Oui, mais qui me semblent être des formes de pression mises sur la justice. Moi, ce que je veux, c'est qu'en France, on continue à avoir une justice qui puisse faire son travail sereinement. Voilà. Encore une fois, le seul sujet, c'est les faits, établir les faits. Et justement, la justice, c'est ce qu'elle a fait son travail sereinement en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, les 7 ans requis contre lui dans l'affaire libyenne. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, vous le voyez aller en prison? Mais Frédéric, je ne peux pas, en fait, encore une fois, délégitimer des décisions judiciaires qu'il s'agisse de sanctions ou de réquisitions. Voilà. Pareil, il peut y avoir une grâce? Je pouvais me passer tous les cas judiciaires les uns après les autres. Je ferai la même réponse. Mais d'abord, il n'y a pas eu de décision. Non, ce réquisitoire. Il y a eu un réquisitoire. Mais encore une fois, moi, j'ai été Premier ministre. Je suis un responsable politique national. Je ne vais pas aller là, à travers un micro, expliquer aux juges quelles décisions ils ont le droit de prendre ou ils sont fondés à prendre ou pas. Alors, justement, vous êtes... On a tous un avis, vous savez, quand on entend... Alors, vous avez un autre avis que vous ne voulez pas nous donner, c'est ça? Comment? Non, c'est pas ce que je dis, c'est qu'on peut tous avoir un avis en tant que citoyen. Et c'est légitime, je veux dire, c'est pas non plus... on peut avoir un avis. Mais quand on est un responsable politique, je pense qu'on est aussi garant de l'indépendance de la justice. Il y en a qui ont eu des avis. Gérald Darmanin avait dit qu'il ne fallait pas que la justice condamne Marine Le Pen à une peine
d'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est lui aussi, c'est un homme politique. C'est son droit, je veux dire, c'est un homme politique. Moi, je vous dis quelle est ma vision, ma conception. Très bien. Et Gérald Darmanin, il est aujourd'hui garde des Sceaux, et je pense qu'il est évidemment aussi attaché à l'indépendance de la justice. Alors, vous êtes patron de parti, hein, Renaissance. Oui. Je crois que vous totalisez moins de 10 000 adhérents, ou je me trompe? Non plus que ça, mais on communiquera dans quelques... Beaucoup plus. Enfin bon. Je peux vous dire qu'on a eu, depuis la rentrée, là, depuis le mois de janvier, une très forte augmentation du nombre de nos adhérents. Parce que la réalité, c'est que je suis devenu secrétaire général de Renaissance au mois de décembre, et c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. J'ai lancé les états généraux internes. Vous n'êtes pas un micro-parti, il y a beaucoup des milliers et des milliers d'adhérents. Regardez aux dernières élections législatives, on n'a pas gagné ces élections, mais enfin on a fait un score qui nous a permis d'avoir une centaine de députés, qui a fait de nous le deuxième parti représenté à l'Assemblée nationale. On a des adhérents et des militants partout en France. Cette semaine, on a organisé 100 réunions publiques partout en France sur la situation internationale et notamment la guerre en Ukraine. J'ai pas vu d'autres partis politiques organiser ça. Lundi dernier, j'ai organisé un sommet à Paris à l'initiative de Renaissance, où vous aviez une soixantaine de chefs de partis progressistes, libéraux, européens qui sont venus à Paris à l'initiative de Renaissance. Donc on est un parti évidemment qui a gouverné le pays pendant 7 ans, avec évidemment une forme d'usure qui va avec. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça n'est plus Renaissance qui seul gouverne la France. Il y a une forme de coalition autour de François Bayrou et du MoDem. Et donc, c'est l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre. Vous parlez des législatives de l'été dernier. J'ai oublié de vous poser une question tout à l'heure. Est-ce que vous regrettez d'avoir appelé à faire barrage au RN au second tour, c'était le 3 juillet dernier, je crois, avec un bulletin LFI, y compris avec un bulletin LFI. Est-ce que vous le regrettez? Moi, j'ai appelé à faire barrage à la France Insoumise et au Rassemblement National. Mais vous dites au RN, y compris avec un bulletin LFI. Je vais vous répondre. Quand le président a dissous l'Assemblée nationale, j'ai dit qu'il y avait 2 périls pour notre pays. C'était une France gouvernée par la France Insoumise et une France gouvernée par le Rassemblement National. Au premier tour, j'ai assumé, et nous avons assumé avec Renaissance, de ne pas présenter de candidat dans une soixantaine de circonscriptions parce qu'on savait que le fait de présenter un candidat dans ces circonscriptions risquait de faire gagner un député de la France Insoumise. On est le seul parti qui a assumé de ne pas présenter de candidat pour limiter le nombre de députés insoumis. Grâce à ça, qu'est-ce qui s'est passé au premier tour? La France Insoumise a été écartée de la possibilité de gouverner la France. Le soir du premier tour, c'était clair, grâce aux décisions que nous, Renaissance, on avait prises, on avait réussi à empêcher la France Insoumise de gagner dès le premier tour. Et donc au deuxième tour, le péril qui restait, c'était une victoire du Rassemblement national, une majorité du Rassemblement national. Mais vous avez pu faire élire des députés LFI. Mais dans ce contexte-là, Frédéric Aziza, après avoir empêché des députés LFI d'être élus au premier tour et donc qu'ils puissent avoir une majorité, on a assumé dans des circonscriptions où nos candidats étaient troisièmes de désister ces candidats pour éviter que le Rassemblement national puisse avoir une majorité absolue. Moi, vous savez, j'ai probablement été le responsable politique national le plus ciblé par la France Insoumise, et je le suis toujours. Ils m'ont ciblé quand j'ai assumé de faire respecter la laïcité dans les établissements scolaires en interdisant le port de l'abaya et du camis. Ils m'ont ciblé après le 7 octobre quand j'ai dénoncé les propos absolument insupportables qui ont été les leurs. Ils m'ont toujours ciblé parce que je les cible et parce que je continuerai à le faire. Et à l'issue de ces élections législatives, on avait démarré en expliquant et en disant, en affirmant qu'on ne voulait pas que la France Insoumise puisse gouverner, que le Rassemblement national puisse gouverner. Ça n'est ni la France Insoumise, ni le Rassemblement national qui gouverne la France. Et ça, c'est une satisfaction. Est-ce que vous referiez la même déclaration que le jeudi dernier, c'est-à-dire barrer la route au RN, y compris en votant LFI? Mais moi, je chercherai toujours, dans toutes les élections qui viendront, à barrer la route à la France Insoumise et au Rassemblement national, et je continuerai à le faire. Un sondage IFOP pour le JDD place Marine Le Pen donc en tête des autres candidats du centre, de la droite et de la gauche. L'extrême droite culmine quand même à 45% au premier tour. Est-ce que l'enseignement de ce sondage, et vous figurez d'ailleurs en bonne place, vous êtes aux alentours de 20%, pas très loin d'Édouard Philippe, est-ce que l'enseignement de ce sondage, et d'ailleurs de ceux qui l'ont précédé, n'est pas de penser qu'il faudrait une primaire présidentielle à l'intérieur du socle commun? D'abord, vous savez, moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que l'élection présidentielle qui a lieu dans 2 ans doit être l'alpha et l'oméga de nos déclarations, de notre action. Mais on en parle quand même. On en parle quand même, et vous êtes légitime à m'interroger sur ce sujet-là, mais je vois qu'il y a des personnalités politiques qui expliquent que le sujet qui doit
concentrer tout le monde aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle qui a lieu dans 2 ans. Encore une fois, ça n'est pas mon cas, parce qu'en général, ceux qui disent ça plaident pour qu'on ne fasse rien pendant les 2 ans qui viennent. Ils expliquent, c'est bon, il ne va plus rien se passer pendant 2 ans, on va préparer l'élection présidentielle. C'est un peu ce qu'a dit Édouard Philippe. Hein. Car moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. Alors, vous n'êtes pas sur cette ligne-là Non, mais donc je fais attention aussi à mes déclarations, parce que, vous savez, je pense qu'au moment où les États-Unis accélèrent, où la Chine investit dans son économie, où les Allemands, dans quelques semaines ou mois, quand ils auront formé leur coalition, vont réformer fortement leur pays, on ne peut pas dire à la France, nous, on va faire la planche pendant 2 ans, alors, on va attendre que ça passe d'ici à 2027. Donc, je fais attention à ça. Ensuite, j'ai vu que certains avaient plaidé pour une primaire, mais j'ai vu qu'immédiatement, d'autres, Frédéric Aziza, avait expliqué qu'il ne souhaitait pas de primaire. Voilà, j'ai vu... primaire au candidat commun, c'est ça que ça veut dire. Je pense que la question qui était posée, c'était celle d'une primaire, comme on a pu le connaître. La présidentielle, vous y pensez quand? Tous les jours en vous rasant, le soir en vous couchant, ou seulement dans vos rêves, la nuit? En fait, je vous ai un peu répondu là avant. Non, mais je vous pose quand même la question. Je vous ai un peu répondu. Encore une fois... Parce que tout le monde pense que vous y pensez. Alors, à la présidentielle. D'abord, je pense que la politique française est, et ça date pas d'aujourd'hui, malade de l'élection présidentielle. Cette élection obsède tout le monde. Et encore une fois, vous obsède pas. Et encore une fois, dans un moment où tous les pays dans le monde accélèrent, moi, ce qui m'obsède dans un premier temps, c'est d'agir aujourd'hui. On ne peut pas accepter l'idée qu'il ne se passera rien pendant 2 ans. C'est pour ça qu'à l'Assemblée nationale, j'ai fait adopter une loi de lutte contre la délinquance des mineurs, une loi contre les fraudes, une loi pour renforcer le pouvoir des infirmières. Non, mais je le dis parce qu'on peut encore agir. Ensuite, évidemment, qu'en tant que président de groupe, en tant que chef de parti, en ayant été chef du gouvernement de la France et ministre pendant plusieurs années, évidemment, quand je vois aujourd'hui ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe en France, évidemment que je ne compte pas être spectateur, mais que je compte bien être acteur dans les années qui viennent de la vie politique de mon pays. Acteur, bien sûr. Ça veut dire que vous n'excluez pas d'être candidat. Je serai un des acteurs de la vie politique de vous mon pays totalement. Dans les années qui viennent, Frédéric Aziza. Et encore une fois, je ne veux pas aujourd'hui faire de déclaration. Alors, 1 an avant la présidentielle, il y a les municipales. Une candidature à Paris, ça vous tente ou pas? J'ai eu l'occasion de dire il y a quelques jours que ça n'était pas prévu. Oui, mais ça peut de nouveau être prévu. En tout cas, ça n'est pas... Non, être effectif. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour les maires, pour leur engagement. C'est un mandat qui n'est pas facile parce que vous êtes immédiatement confronté, évidemment, à beaucoup de difficultés, aux attentes très fortes des Français. Et ces élections municipales, avec Renaissance, on les aborde avec humilité, avec ambition. Alors, autre question, parce qu'il nous reste plus peu de temps, il y a beaucoup de questions. La candidature de Rachida Dati à Paris, elle est incontournable ou pas? D'abord, je crois qu'elle n'a pas encore officiellement dit qu'elle serait candidate, mais évidemment, il y a peu de suspense parce qu'on sait sur sa volonté, mais est-ce que on connaît son engagement pour Paris, elle a déjà été candidate, etc. Incontournable ou pas? Aujourd'hui, Renaissance n'a pas pris position. Renaissance n'a pas pris position. Donc, c'est pas Dati, votre candidate? Pour l'instant, on n'a pas de candidat à Paris. Renaissance, pour l'instant, n'a pas de candidat, ne soutient pas de candidat à Paris. Ça viendra, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à Paris. Et quand? Après ce qui a été fait dans le mauvais sens ces dernières années. Cet été. Et Agnès Buzyn, elle était à votre place la semaine dernière. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle ne soutiendrait pas Rachida Dati si elle était candidate, pointant notamment les affaires judiciaires qui visent la ministre de la Culture. Il s'agit d'une information judiciaire pour corruption et trafic d'influence aux côtés de l'ex-patron de Renault, Nissan, Carlos Ghosn. Vous en pensez quoi? En clair, est-ce que Rachida Dati peut être candidate en dépit justement des affaires judiciaires qui la visent? Vous savez, de la même manière que je vous disais il y a un instant que je vous rappelais qu'on est dans un état de droit. Non, mais je dis, moi je respecte les procédures. Quand vous êtes, tant que vous n'êtes pas condamné, vous êtes présumé innocent. Et donc elle peut être candidate. C'est toujours important de rappeler que quand vous n'êtes pas condamné, vous êtes présumé innocent. Donc voilà, après, il y a la justice qui est saisie. On verra comment ça... En tout cas, vous dites, pour l'instant, Renaissance n'a pas pris position, n'a pas encore de candidat. Je vous confirme que pour l'instant, Renaissance ne soutient pas de candidat. D'ailleurs, est-ce que ça pourrait être un candidat soutenu par Renaissance en dehors de Renaissance? Pourquoi pas Emmanuel Grégoire, d'ailleurs? Ça pourrait être... il y a plusieurs candidats qui sont possibles. On verra ce qu'on décide. Ça peut être quelqu'un comme Emmanuel Grégoire ou pas? Vous savez, d'une manière générale, en France, Renaissance ne soutiendra pas que des personnalités d'un même bord politique. Nous, ce qu'on cherche, c'est à être utile. Dans certaines villes, il pourra être utile de se présenter sous nos propres couleurs, d'avoir un candidat Renaissance. Dans d'autres villes, parce qu'on considère qu'une personnalité a des valeurs qui sont les nôtres et un projet qui est utile pour la ville,
on pourra la soutenir. Et ces personnalités, elles pourront être de gauche, elles pourront être de droite. Donc Grégoire à Paris, c'est pas possible. Je ne vais pas ici vous faire la revue de tous les candidats. Moi, ce que je dis, simplement, c'est qu'on cherchera toujours à être utile. Actualité parlementaire, 2 questions avant la fin de l'émission. La proposition de loi du député EPR Guillaume Gasparin, qui est l'un de vos amis, une proposition de loi sur les HLM et qui a été rejetée en commission, a été à l'origine de grosses tensions au sein de la majorité mardi dans l'hémicycle. La ministre de la Ville, Juliette Méadel, s'est même félicitée sur X de l'échec du texte qui, dit-elle, risquait d'accentuer l'assignation sociale à résidence. D'abord, qu'est-ce que vous inspire cet incident? Et est-ce que la PPL Gasbarian sera bien débattue demain dans l'hémicycle? Alors d'abord, je rappelle juste ce que prévoit ce texte. Ouais. Ce texte, il revient simplement à dire que quand vous avez des revenus qui ont très forte... Quand vous avez un logement social et que vous avez des revenus qui ont très fortement augmenté, que vous gagnez, je crois que c'est 5 000, 6 000, voire plus euros par mois, en fait, oui, vous devez libérer votre logement social pour une personne qui en a vraiment besoin. Donc, première chose. Et deuxième chose, quand vous avez un logement social et qu'en plus, vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire où vous pourriez habiter, effectivement, vous devez libérer le logement social. Et donc, cet incident entre la ministre et le député? D'abord, sur le fond, encore une fois, je rappelle ce que prévoit ce texte. Le texte sera redébattu. J'ai échangé, vous savez, avec le Premier ministre, avec François Bayrou, qui m'a dit évidemment qu'il n'était pas acceptable que des membres de son gouvernement puissent, encore une fois, tenir ces propos à l'endroit de députés du socle commun et de textes qui sont présentés. Et le texte sera représenté demain? Le texte sera présenté demain dans l'hémicycle et j'espère bien qu'il sera voté. Dernière question, est-ce que vous croyez qu'à l'avenir du socle commun et à celui de François Bayrou à Matignon, est-ce que vous redoutez une censure de son gouvernement? Moi, ce que je veux, c'est que François Bayrou et son gouvernement puissent tenir et agir. Tenir, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une stabilité, parce qu'on en a besoin. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, évidemment qu'on a besoin d'une stabilité en France, et agir, parce qu'on ne peut pas se résoudre à l'idée qu'il ne se passe rien. Et donc moi, je soutiens François Bayrou avec mon groupe. On est en soutien, on agit pour qu'il puisse être stable, qu'il puisse tenir et qu'il puisse agir. Ensuite, vous savez, depuis la dissolution décidée par le président de la République l'été dernier, on a basculé malheureusement dans une situation politique et parlementaire où il y a par principe une forme d'inconnu, puisqu'aujourd'hui, quand vous ajoutez les voix de la gauche et du Rassemblement national, ça fait une majorité absolue. Alors justement, qu'est-ce que vous êtes prêt à céder aux socialistes sur leur retraite pour éviter leur censure? Moi, j'ai dit dès le départ que s'il pouvait y avoir des aménagements à la réforme, notamment pour mieux tenir compte de la situation des femmes qui ont des carrières qui sont souvent hachées, pour mieux tenir compte de la pénibilité, évidemment, qu'il fallait le travailler et pourquoi pas l'adopter. Voilà, je pense ne pas toucher à l'âge. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut revenir sur les 64 ans dans la situation financière qu'on a aujourd'hui et avec un système de retraite qui est, malgré ça, encore déséquilibré. Dernière question, est-ce que c'est vrai que les relations sont rompues entre vous et le président Macron? Non. Est-ce que c'est le divorce? Vous savez, j'étais avec d'autres chefs de parti à ses côtés pour une réunion à l'Élysée il y a quelques semaines sur la situation en Ukraine. Voilà, maintenant, ce qui est sûr, c'est que je ne suis plus Premier ministre, je ne suis plus membre de son gouvernement. Vous êtes toujours son ami ou pas? C'est une relation qui est différente maintenant, puisque... Est-ce que vous êtes déçu du macronisme? Je ne dirais pas ça, moi, Frédéric Aziza. Je suis fier d'un certain nombre de choses qui ont été engagées ces dernières années. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, quand je vois le président de la République à la manœuvre pour soutenir l'Ukraine, pour défendre les intérêts de l'Europe dans un monde profondément bouleversé, je suis content que ce soit Emmanuel Macron, président de la République, et pas Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, je pense que c'est une situation qui permet aussi de prendre un peu de recul sur un certain nombre de choses. Ensuite, évidemment qu'il peut y avoir des déceptions. Évidemment qu'il y a des regrets. Évidemment qu'il y a des choses qu'on a faites ces dernières années qui ont été ratées. Évidemment qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas faites. Mais voilà, j'essaye de regarder les choses de manière équilibrée et nuancée. Merci en tout cas, Gabriel Attal, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radiologie et à dimanche prochain. Merci.